Après la mort de mon mari, mon beau-fils m'a expulsée de la maison avec juste une valise. Pars et ne reviens jamais, vieille, pensant que j'étais ruinée. Il ne savait pas que la carte et les clés dans ma poche contenaient un secret millionnaire. 2 jours plus tard, quand il a réalisé ce qu'il avait fait, il m'a appelé désespérément en me suppliant de revenir. J'ai raccroché le téléphone et j'ai pris la décision la plus radicale de ma vie. En 7 jours, j'ai fait quelque chose qui a tout changé. Parce que je m'appelle Amélie Cartier. J'ai 67 ans. Avant de commencer cette histoire, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like sur cette vidéo et de commenter d'où vous nous écoutez. Merci beaucoup de votre soutien. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui m'est vraiment arrivé. C'était un mardi glacial de novembre 2025, à Paris. 5 jours. Seulement 5 jours depuis que j'avais enterré Henri au cimetière du Père-Lachaise. La pluie fine tambourinait contre les grandes fenêtres de notre appartement du 16e arrondissement. L'odeur du café refroidi flottait encore dans l'air, mélangée à celle des lis blancs qu'on avait disposés partout dans le salon pour les funérailles. Je portais une robe noire simple en laine, mes cheveux gris attachés en chignon serré comme Henri les aimait. Mes mains tremblaient légèrement en versant du thé Earl Grey dans les tasses en porcelaine blanche, celles qu'on utilisait seulement pour les grandes occasions. La famille était réunie autour de la longue table en chêne massif de la salle à manger. Margot, la sœur d'Henri, évitait mon regard depuis le début du repas. Elle tripotait nerveusement sa serviette en lin blanc. Laurent, son neveu, un homme maigre d'une 40aine d'années, aux tempes grisonnantes, pianotait nerveusement sur son téléphone portable, le visage fermé. L'atmosphère était lourde, étouffante. Personne ne parlait vraiment. On échangeait des banalités sur la météo, sur le trafic dans Paris, mais rien de substantiel, rien de sincère. J'avais préparé un déjeuner simple. Une quiche lorraine, une salade verte, du fromage et une tarte aux pommes. Henri adorait ma quiche. C'était sa recette préférée. Je l'avais faite machinalement ce matin-là, les larmes coulant sur mes joues pendant que je battais les œufs. 32 ans de mariage, 32 années à ses côtés, à construire une vie, une entreprise, un avenir ensemble. Et maintenant, il n'était plus là. Théo, mon beau-fils, était arrivé en retard comme toujours. 34 ans, grand, les épaules larges, les cheveux noirs coupés courts, le regard toujours dur quand il me regardait. Il portait un costume gris anthracite sur mesure, une chemise blanche impeccable, mais pas de cravate. Il s'était assis au bout de la table sans me saluer, sans même me regarder. Son mépris était palpable, presque physique. Je le sentais comme un poids glacé sur ma poitrine. Je savais qu'il ne m'avait jamais aimé, depuis le premier jour où Henri me l'avait présenté, 28 ans plus tôt. J'avais 39 ans à l'époque, Henri en avait 48, et Théo seulement 6 ans. Un petit garçon aux grands yeux noirs qui me regardait avec une méfiance d'adulte. Sa mère était morte 2 ans auparavant dans un accident de voiture sur l'autoroute A6. Henri m'avait raconté comment Théo avait pleuré pendant des mois, comment il s'était refermé sur lui-même, comment il avait refusé toute figure maternelle de substitution. Moi, j'avais essayé. Dieu sait que j'avais essayé. J'avais voulu être une amie, une confidente, une présence douce dans sa vie bouleversée. Mais Théo m'avait toujours rejetée. Pour lui, j'étais l'intruse, celle qui avait pris la place de sa mère, celle qui avait volé l'amour de son père. Avec les années, sa méfiance s'était transformée en hostilité froide, puis en mépris ouvert. Il me considérait comme une parasite, une profiteuse, une femme qui avait séduit son père pour son argent et sa position sociale. Ce qu'il ne savait pas, ce que personne autour de cette table ne savait vraiment, c'était la vérité sur notre couple, sur notre entreprise, sur tout ce qui constituait la fortune de la famille Moreau. Le silence à table devenait insupportable. Je sentais quelque chose se préparer, une tension presque électrique dans l'air. Margot jetait des regards nerveux à Théo. Laurent avait rangé son téléphone et me fixait maintenant avec une expression étrange, entre la gêne et l'attente. Puis, soudain, Théo s'est levé. Il est sorti de la salle à manger sans un mot. J'ai entendu ses pas lourds dans le couloir, le bruit d'une porte qui s'ouvre, puis qui se referme. Mon cœur s'est mis à battre plus fort.
Quelque chose n'allait pas. Je le sentais dans mes os. Cette intuition que les femmes de mon âge développent après tant d'années à observer, à écouter, à comprendre les silences. Théo est revenu quelques minutes plus tard. Il traînait derrière lui une vieille valise en cuir marron, celle qu'Henry utilisait pour ses voyages d'affaires dans les années 90. Elle grinçait sur le parquet ciré, laissant une légère trace. Il l'a posée brutalement à côté de ma chaise. Le bruit sourd a fait sursauter Margot. Mon sang s'est glacé. J'ai compris instantanément ce qui allait se passer. Théo me regardait avec un mélange de haine et de satisfaction. Ses mâchoires étaient serrées, ses poings fermés le long de son corps. Il respirait fort, comme s'il se retenait d'exploser. « Amélie » a-t-il dit d'une voix dure, presque métallique. « Prends tes affaires, il est temps que tu partes d'ici. » Le silence s'est abattu sur la pièce comme une chape de plomb. Margot a porté la main à sa bouche. Laurent a détourné le regard vers la fenêtre. Personne n'a protesté. Personne n'a dit un mot. J'ai senti mes mains devenir glacées. Ma gorge s'est serrée. Mais je ne voulais pas pleurer. Pas devant eux. Pas devant lui. « Théo » ai-je murmuré, ma voix tremblant malgré moi. « Qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Il s'est penché vers moi, son visage à quelques centimètres du mien. Je pouvais sentir son aftershave coûteux, voir la veine qui pulsait sur sa tempe. Ce que j'aurais dû faire il y a des années, a-t-il craché avec mépris. Tu n'as jamais fait partie de cette famille. Tu n'étais qu'une sangsue, une parasite qui vivait du travail et de l'argent de mon père. Il est mort maintenant. Ton règne est terminé. Plus personne n'a besoin de toi ici. Chaque mot était un coup de poignard. Chaque syllabe résonnait dans ma poitrine comme un marteau sur une enclume. J'ai regardé autour de la table. Margot fixait son assiette. Laurent regardait toujours par la fenêtre. Personne ne me défendait. Personne ne disait que c'était injuste, cruel, inhumain. Les larmes me brûlaient les yeux, mais je refusais de les laisser couler. J'ai respiré profondément, essayant de contrôler le tremblement dans ma voix. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser dans ma poitrine. J'ai levé les yeux vers Théo, cet homme qui avait été un petit garçon effrayé il y a si longtemps, et j'ai dit d'une voix aussi calme que possible : « Théo, es-tu certain de ce que tu es en train de faire ?» Il a éclaté d'un rire amer, presque cruel. Ses yeux noirs brillaient d'une satisfaction malsaine. « Absolument certain », a-t-il répondu en articulant chaque syllabe avec une précision chirurgicale. « Et j'espère que tu ne te retourneras même pas en partant, que tu disparaisses complètement de nos vies, vieille femme. » Le mot « vieille » a résonné dans la pièce comme une gifle. Margot a tressailli, mais elle n'a toujours rien dit. Laurent a toussé nerveusement, mal à l'aise, mais il était resté silencieux lui aussi. Lâches. Ils étaient tous des lâches. Je me suis levé lentement, mes jambes tremblant légèrement sous le poids de l'humiliation. J'avais 67 ans, mais à ce moment précis, je me sentais comme une vieille femme fragile et inutile. C'était exactement ce qu'il voulait que je ressente. Il voulait me briser, m'humilier devant tout le monde, me faire sentir que je n'avais jamais eu ma place ici. Mais il y avait quelque chose qu'il ignorait. Quelque chose que tous ces gens autour de cette table ignoraient. Un secret que seuls Henry et moi partagions depuis plus de 30 ans. J'ai marché lentement vers le grand meuble ancien en acajou qui se trouvait près de la cheminée en marbre blanc. C'était une bibliothèque massive que nous avions achetée ensemble lors d'une vente aux enchères à Versailles en 1998. Henry adorait ce meuble. Il disait qu'il représentait la solidité, l'histoire, la permanence. J'ai ouvert le tiroir du bas, celui qui contenait nos documents importants, nos souvenirs précieux. Mes doigts ont trouvé ce que je cherchais. Une carte d'accès magnétique dorée avec le logo de l'entreprise Moreau gravé dessus et un trousseau de 3 clés argentées attachées par un anneau en acier. Je les ai sorties doucement et je les ai glissées dans la poche intérieure de mon manteau en laine noire qui était posé sur le dossier d'une chaise. « Qu'est-ce que tu prends là ?» a demandé Théo d'un ton moqueur. « Des souvenirs? Des babioles sans valeur? Tu penses vraiment que ces objets vont te servir à quelque chose ?» Je ne lui ai pas répondu.
Je n'avais rien à lui dire à ce moment-là. Les mots étaient inutiles. Il comprendrait bien assez tôt. Dans quelques jours, tout deviendrait terriblement clair pour lui. J'ai enfilé mon manteau, mes mains tremblant toujours. J'ai pris la vieille valise en cuir que Théo avait traînée jusqu'à moi. Elle était légère, presque vide. Il ne m'avait même pas laissé le temps de rassembler mes affaires correctement. Quelques vêtements jetés à la hâte, une photo d'Henri et moi lors de notre mariage en 1993, mon livre de recettes annotés à la main. C'était tout ce qu'il m'avait autorisé à emporter de 32 ans de vie commune. J'ai regardé une dernière fois autour de cette pièce que j'avais décorée moi-même. Les rideaux en velours bordeaux que j'avais choisis chez un antiquaire du Marais. Le lustre en cristal que nous avions ramené de Prague. Les photographies encadrées sur le manteau de la cheminée. Henri et moi à Venise. Henri et moi devant la Tour Eiffel. Henri et moi le jour de l'inauguration de notre nouvelle usine à Lyon en 2003. Tant de souvenirs. Tant d'années. Tout cela balayé en quelques minutes par la cruauté d'un homme qui n'avait jamais su voir au-delà de sa propre douleur. J'ai marché vers la porte d'entrée. Chaque pas résonnait lourdement sur le parquet. Personne ne m'a suivi. Personne n'a dit au revoir. Personne n'a essayé de me retenir ou de défendre ma dignité. Arrivé sur le seuil, je me suis retourné une dernière fois. Théo était debout près de la table, les bras croisés, un sourire satisfait aux lèvres. Margot regardait toujours son assiette, honteuse peut-être, mais pas assez courageuse pour intervenir. Laurent pianotait à nouveau sur son téléphone, indifférent à tout ce qui venait de se passer. J'ai ouvert la porte. L'air froid de novembre m'a frappé au visage comme une gifle. Le couloir de l'immeuble sentait l'encaustique et le parfum floral du désodorisant que la gardienne utilisait. Mes talons ont claqué sur le marbre du palier. J'ai appelé l'ascenseur, cette cabine dorée au miroir biseauté que je connaissais par cœur. En descendant vers le rez-de-chaussée, j'ai regardé mon reflet dans le miroir. Une femme de 67 ans aux cheveux gris, aux yeux rougis, aux traits tirés par la douleur et l'humiliation. Mais derrière cette apparence fragile, il y avait autre chose. Une force que Théo ne soupçonnait pas. Une détermination forgée par des décennies de travail acharné, de sacrifices silencieux, de batailles menées dans l'ombre. Je suis sortie de l'immeuble. La rue était presque déserte à cette heure de l'après-midi. Quelques passants pressés marchaient sous leur parapluie noir. Les réverbères commençaient à s'allumer même s'il n'était que 15 heures. Le ciel était d'un gris uniforme, pesant, oppressant. J'ai hélé un taxi qui passait. Un vieux Mercedes diesel noir conduit par un homme d'une 50aine d'années au visage buriné. « Où allez-vous, madame ?» m'a-t-il demandé en me regardant dans le rétroviseur. « Hôtel Le Bristol, rue du Faubourg Saint-Honoré », ai-je répondu d'une voix éteinte. Il a hoché la tête et a démarré. J'ai regardé par la vitre alors que nous nous éloignions de l'appartement, de cette vie que je venais de perdre en quelques minutes brutales. Dans ma poche, mes doigts se sont refermés sur la carte magnétique dorée et les clés argentées. Ces petits objets que Théo avait méprisés, qu'il avait considérés comme des babioles sans valeur. Il ne savait pas. Il ne savait absolument rien. L'entreprise Moreau, cette société de logistique internationale qui employait plus de 350 personnes, qui générait un chiffre d'affaires annuel de 48 millions d'euros, qui possédait des entrepôts dans 5 pays européens. Cette entreprise n'appartenait pas à Henri. Elle n'appartenait pas à la famille Moreau. Elle m'appartenait, à moi seule. C'était mon argent qui avait sauvé l'entreprise familiale de la faillite en 1995, quand Henri était au bord du gouffre, après une série de mauvais investissements. C'était mon héritage familial, l'argent que mes parents m'avaient laissé en mourant, que j'avais investi entièrement dans l'entreprise pour sauver l'homme que j'aimais. C'était moi qui avais restructuré la société, qui avait négocié avec les banques, qui avait trouvé de nouveaux clients, qui avait développé les activités à l'international. Henri le savait. Nous avions signé tous les documents ensemble, chez le notaire, en présence de témoins. L'entreprise était juridiquement et officiellement à mon nom. Henri était directeur général, mais je restais la propriétaire unique et l'actionnaire majoritaire. C'était notre accord, notre secret. Henri voulait protéger mon investissement,
S'assurer que personne ne pourrait jamais me voler ce que j'avais construit. Théo croyait être l'héritier naturel de l'empire paternel. Il se voyait déjà président-directeur général, prenant les rênes de l'entreprise familiale, commandant des centaines d'employés, signant des contrats de plusieurs millions d'euros. Mais il n'avait aucun droit. Légalement, juridiquement, financièrement, il ne possédait rien. Et maintenant qu'il m'avait chassé, humilié, traité comme une moins que rien. Maintenant, j'allais lui montrer qui était vraiment Amélie Cartier. Le taxi s'est arrêté devant l'hôtel Le Bristol. J'ai payé la course et je suis entré dans le hall luxueux de cet établissement que je connaissais bien. Henri et moi y avions célébré notre 20e anniversaire de mariage. La réceptionniste m'a accueilli avec un sourire professionnel. C'était une jeune femme élégante d'une trentaine d'années, aux cheveux châtains tirés en arrière, portant l'uniforme impeccable de l'hôtel. « Bonjour madame, comment puis-je vous aider ?»« Je voudrais une chambre pour quelques jours. » ai-je répondu en posant ma carte bancaire personnelle sur le comptoir en marbre blanc. Elle a tapé rapidement sur son ordinateur, ses ongles manucurés cliquetant sur le clavier. « Nous avons une chambre supérieure disponible au 4e étage, avec vue sur la cour intérieure. Cela vous conviendrait-il » ? « Parfaitement. » Elle a traité la réservation en quelques minutes. J'ai signé les documents, pris la carte magnétique de la chambre et je me suis dirigé vers l'ascenseur. Un groom en livrée bordeaux a insisté pour porter ma valise, même si elle était légère. Je l'ai laissé faire. J'avais besoin de toute la dignité que je pouvais rassembler. La chambre était exactement ce dont j'avais besoin. Un espace neutre, impersonnel, mais confortable. Un grand lit au drap blanc immaculé, un bureau en bois sombre près de la fenêtre, un fauteuil en velours gris. J'ai posé ma valise sur le porte-bagages et je me suis assise sur le bord du lit. C'est seulement à ce moment-là, seule dans cette chambre silencieuse, que j'ai laissé les larmes couler. Elles sont venues d'un coup, violentes, incontrôlables. 32 ans de mariage. 32 années à aimer un homme, à construire une vie avec lui, à supporter les regards méprisants de son fils, à essayer d'être une bonne belle-mère malgré le rejet constant. Et voilà comment tout se terminait. Chassée comme une mendiante, humiliée devant toute la famille, traitée de parasite et de vieille femme inutile. J'ai pleuré pendant peut-être 1 heure. Puis, lentement, quelque chose a changé en moi. La tristesse a commencé à se transformer en quelque chose de plus dur, de plus froid. Une détermination d'acier. Henri m'avait parlé de Théo bien des fois au cours de notre mariage. Il savait que son fils détournait de l'argent de l'entreprise depuis au moins 3 ans. Il avait découvert les fausses factures, les contrats fictifs avec des sociétés qui n'existaient pas, les virements suspects vers des comptes offshore. Henri avait tous les documents, toutes les preuves. Il me les avait montrés, le cœur brisé, les mains tremblantes. « Amélie », m'avait-il dit un soir de septembre, 2 mois avant sa mort, alors que nous étions assis dans notre salon. « C'est mon fils, je ne peux pas le dénoncer, je ne peux pas le détruire. Mais toi, après ma mort, si jamais il te fait du mal, si jamais il essaie de te chasser ou de te voler ce qui t'appartient, promets-moi que tu te défendras. Promets-moi que tu ne le laisseras pas s'en tirer. » Je lui avais promis. Mais j'avais aussi promis que je ne ferais rien tant que Théo se comporterait correctement avec moi. Henri espérait qu'après sa mort, son fils retrouverait peut-être un peu d'humanité, un peu de compassion. Il voulait croire que le deuil adoucirait Théo, qu'il réaliserait que j'étais aussi en train de souffrir, que nous pourrions peut-être trouver un terrain d'entente. Mais Théo avait choisi la cruauté. Il avait choisi l'humiliation. Il avait franchi toutes les lignes rouges. Maintenant, je n'avais plus aucune raison de me retenir. J'ai sorti mon téléphone portable de mon sac à main. C'était un iPhone qu'Henri m'avait offert pour mon anniversaire l'année dernière. J'ai composé le numéro de Maître Vincent Rousseau, notre avocat depuis 15 ans. Un homme sérieux, méticuleux, qui connaissait tous les détails juridiques de notre situation. « Amélie » a-t-il répondu après 2 sonneries, la voix surprise. « Comment allez-vous » J'ai appris pour Henri toutes mes condoléances. C'était un homme remarquable. « Merci Vincent » ai-je dit, ma voix encore un peu tremblante. « J'ai besoin de vous voir de toute urgence, ce soir, si possible. » Il aperçut quelque chose dans mon ton. « Bien sûr, que se passe-t-il » ? Théo m'a chassé de l'appartement aujourd'hui, devant toute la famille. Il m'a dit que je n'avais jamais fait partie de la famille, que j'étais une parasite.
Il m'a mise à la porte avec juste une valise. Un silence choqué à l'autre bout du fil. Mon Dieu, Amélie, c'est inacceptable. Légalement, il n'a aucun droit de faire ça. L'appartement est à votre nom aussi. Je sais, mais ce n'est pas l'appartement qui m'intéresse maintenant. C'est l'entreprise. Je veux activer toutes les mesures dont Henri et moi avions parlé. Je veux reprendre le contrôle total immédiatement. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un like. Cela m'aide énormément. Merci. Je comprends, a dit Vincent d'une voix grave. Je vais préparer tous les documents nécessaires. Pouvez-vous venir à mon cabinet à 18 heures? Je serai là. J'ai raccroché et j'ai composé un deuxième numéro. Celui de Madame Pauline Mercier, la directrice des ressources humaines de l'entreprise Moreau. Une femme compétente, d'une 50aine d'années, qui travaillait avec nous depuis 12 ans. Madame Cartier, a-t-elle dit en décrochant. Comment allez-vous? Je suis vraiment désolée pour Monsieur Moreau. Merci, Pauline. Écoutez, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi immédiatement. Dès ce soir. C'est urgent et confidentiel. Bien sûr. De quoi s'agit-il? Je veux que vous changiez tous les codes d'accès de l'entreprise, toutes les cartes magnétiques, toutes les serrures des bureaux de direction. Je veux que la carte de Théo Moreau soit désactivée complètement. Plus aucun accès nulle part. Même chose pour Laurent Moreau et Margot Leclerc. Pauline a hésité une seconde. Madame, c'est très sérieux. Vous êtes certaine? Absolument certaine. Vous avez les autorisations nécessaires dans votre ordinateur. Je suis la propriétaire légale de l'entreprise. Vous pouvez vérifier tous les documents. Faites-le ce soir même. Je veux que tout soit changé avant demain matin, 8 heures. Entendu, je m'en occupe immédiatement. Et Pauline. Pas un mot à personne. À personne. C'est compris? Compris, Madame Cartier. J'ai raccroché. Mon cœur battait fort, mais ce n'était plus de la peur ou de la tristesse. C'était de l'adrénaline. Pour la première fois depuis la mort d'Henri, je sentais que j'avais repris le contrôle. J'ai passé le reste de l'après-midi dans ma chambre d'hôtel, préparant mentalement ce qui allait suivre. J'ai sorti les clés et la carte magnétique dorée de ma poche. Ces objets que Théo avait méprisés étaient en réalité les clés du royaume. La carte donnait accès au coffre-fort principal de l'entreprise, celui où étaient conservés tous les documents confidentiels, tous les contrats importants, toutes les preuves des malversations de Théo. Les clés ouvraient le bureau de direction, les archives, et surtout le second coffre-fort où Henri conservait les copies papier de tous les relevés bancaires suspects. À 18 heures précises, j'étais assise dans le bureau lambrissé de maître Vincent Rousseau, avenue Montaigne. C'était un espace élégant et rassurant, avec ses bibliothèques remplies de codes juridiques reliés en cuir, son grand bureau en acajou, ses fauteuils en cuir bordeaux. Vincent, un homme distingué d'une 60aine d'années aux cheveux poivre et sel, lunettes à monture dorée, m'a regardé avec un mélange de compassion et de détermination professionnelle. « Amélie, j'ai préparé tout ce dont vous avez besoin, » a-t-il dit en posant devant moi une chemise cartonnée épaisse. « Voici les documents prouvant que vous êtes l'unique propriétaire de l'entreprise Moreau Logistics. Voici aussi les procurations que Henri vous avait données pour agir en son nom de son vivant et qui restent valides pour la gestion de ses parts dans d'autres sociétés. Et voici. » Il a sorti une seconde chemise, plus mince. Les documents que Henri m'avait confiés concernant les activités frauduleuses de son fils. Détournement de fonds, fausses factures, virements suspects, totalisant 423 000 € sur les 3 dernières années. J'ai ouvert la chemise. Tout était là. Des relevés bancaires annotés de la main d'Henri. Des copies de factures pour des prestations qui n'avaient jamais été effectuées. Des contrats avec des sociétés écrans basées au Luxembourg et aux îles Caïmans. Henri voulait protéger son fils, a continué Vincent d'une voix douce mais ferme. Il espérait que Théo changerait, qu'il arrêterait ses pratiques malhonnêtes. Il m'avait fait promettre de ne jamais utiliser ces documents tant qu'il serait vivant. Mais il m'avait aussi demandé de vous les remettre après sa mort, si jamais Théo vous causait du tort. J'ai feuilleté lentement les pages. Chaque document était une preuve accablante. Des virements de 50 000 € vers un compte personnel, des notes de frais gonflées, des commissions versées à des entreprises qui n'existaient pas. Théo avait été méthodique,
pensant sans doute que son père ne vérifierait jamais, ou que par amour paternel, il fermerait les yeux. « Que voulez-vous faire exactement, Amélie ?» a demandé Vincent en croisant ses mains sur le bureau. J'ai levé les yeux vers lui. Mon regard devait être dur, froid, parce qu'il a légèrement reculé dans son fauteuil. Je veux reprendre le contrôle total de l'entreprise. Immédiatement. Je veux que Théo comprenne qu'il n'a plus aucun pouvoir, plus aucun accès, plus aucun centime. Je veux qu'il réalise l'ampleur de son erreur. C'est déjà en cours, a répondu Vincent. Juridiquement, vous n'avez besoin de l'autorisation de personne. L'entreprise vous appartient. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Et ensuite, Vincent a hésité, choisissant ses mots avec soin. Ensuite, vous avez deux options. Soit vous portez plainte pour détournement de fonds et abus de confiance, ce qui entraînerait une enquête pénale et probablement une condamnation de prison pour Théo. Soit vous réglez ça en interne, vous le licenciez pour faute grave et vous récupérez l'argent détourné par voie civile. J'ai réfléchi en silence pendant quelques secondes. La pièce était silencieuse, seulement perturbée par le tic-tac régulier d'une horloge ancienne posée sur une étagère. Pour l'instant, je veux qu'il comprenne, ai-je dit finalement. Je veux qu'il se réveille demain matin et qu'il réalise que tout ce qu'il croyait posséder n'existe plus, que ses cartes ne fonctionnent plus, que ses clés n'ouvrent plus rien, que ses comptes sont bloqués. Je veux qu'il ressente la même humiliation qu'il m'a fait subir. Vincent a hoché la tête lentement. Je comprends. Et c'est votre droit le plus strict. Mais réfléchissez bien à la suite, Amélie. Une plainte pénale est irréversible. Une fois lancée, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Je sais. Mais laissez-moi d'abord voir comment il réagit. Donnons-lui une chance de montrer s'il a encore un peu d'humanité en lui. Nous avons passé les 2 heures suivantes à réviser tous les documents juridiques, à signer les autorisations nécessaires pour que je puisse agir en tant que présidente directrice générale effective de Moreau Logistics. Vincent a également préparé les lettres de licenciement pour Laurent et Margot, qui occupaient tous deux des postes de direction dans l'entreprise uniquement grâce au népotisme de Théo. Quand je suis sortie du cabinet d'avocat, il était plus de 20 heures. La nuit était tombée sur Paris. Les rues étaient illuminées, les vitrines des boutiques de luxe brillaient de 1000 feux. Les passants marchaient rapidement, emmitouflés dans leurs manteaux, pressés de rentrer chez eux. Moi, je n'avais plus de chez moi. Je suis retournée à l'hôtel en taxi. Dans ma chambre, j'ai commandé un léger dîner au room service, une salade niçoise et un thé vert, que j'ai à peine touché. J'avais l'estomac noué. Pas de peur, mais d'anticipation. Demain serait le jour où tout changerait. J'ai essayé de dormir, mais le sommeil ne venait pas. Je regardais le plafond blanc de la chambre, les ombres projetées par les lumières de la rue. Dans ma tête tournaient en boucle les images de l'après-midi. Le visage méprisant de Théo, le silence lâche de Margot et Laurent, la valise jetée à mes pieds comme si j'étais une mendiante. Vers 3 heures du matin, j'ai finalement sombré dans un sommeil agité, peuplé de rêves confus où Henri me parlait, me disait quelque chose d'important que je n'arrivais pas à comprendre. Je me suis réveillée à 7 heures. Le corps courbaturé, mais l'esprit clair. J'ai pris une longue douche chaude, je me suis habillée avec soin, un tailleur pantalon gris anthracite, un chemisier blanc en soie, des chaussures à talons moyens noirs. J'ai attaché mes cheveux en chignon, mis un peu de rouge à lèvres discret. Je voulais avoir l'air d'une femme d'affaires, pas d'une victime. À 8h30, mon téléphone a sonné. C'était Pauline Mercier. « Madame Cartier ? Tout est fait. Tous les codes ont été changés. Toutes les serrures ont été remplacées cette nuit par une équipe de serruriers que j'ai fait venir en urgence. Les cartes de Monsieur Théo Moreau, de Monsieur Laurent Moreau et de Madame Margot Leclerc ont été désactivées. Parfait. Merci, Pauline. Vous avez fait un travail remarquable. Il y a autre chose, madame. Monsieur Théo est déjà arrivé. Il est devant l'entrée principale. Sa carte ne fonctionne pas. Il est très en colère. Un sourire froid s'est dessiné sur mes lèvres. Laissez-le attendre. Je serai là dans 30 minutes. J'ai pris mon temps. J'ai bu un café dans la salle de petit déjeuner de l'hôtel, grignoté un croissant. Puis j'ai appelé un taxi qui m'a conduite jusqu'au siège de Moreau Logistics, dans le quartier de la Défense. C'était un immeuble moderne de verre et d'acier,
8 étages, avec le logo de l'entreprise en lettres argentées au-dessus de l'entrée principale. Henri et moi l'avions fait construire en 2008. Chaque brique, chaque vitre, chaque mètre carré avait été financé par mon argent, conçu selon mes plans, développé grâce à mon travail. Quand le taxi s'est arrêté devant l'entrée, j'ai vu Théo immédiatement. Il faisait les 100 pas devant les portes vitrées, son téléphone collé à l'oreille, visiblement furieux. Il portait le même costume gris que la veille, mais sa cravate était desserrée, ses cheveux légèrement en désordre. Il n'avait manifestement pas bien dormi. Je suis descendu du taxi lentement, avec dignité. J'ai payé le chauffeur, pris mon sac à main et je me suis dirigé vers l'entrée. Théo m'a vu. Son visage s'est décomposé, passant de la colère à la confusion, puis à quelque chose qui ressemblait presque à du soulagement. « Amélie !» a-t-il crié en raccrochant brutalement son téléphone. « Qu'est-ce que tu as fait? Ma carte ne fonctionne plus. Les agents de sécurité refusent de me laisser entrer. Ils disent que c'est sur tes ordres. » Je me suis arrêté à quelques mètres de lui. Je l'ai regardé droit dans les yeux, sans ciller, sans trembler. « C'est exact », ai-je dit d'une voix parfaitement calme. « J'ai fait désactiver ta carte d'accès, ainsi que celle de Laurent et Margot. »« Tu n'as pas le droit !» a-t-il hurlé, attirant l'attention des employés qui arrivaient pour commencer leur journée de travail. « C'est l'entreprise de mon père, c'est mon entreprise, tu n'es qu'une. »« Qu'une quoi, Théo ?» l'ai-je interrompu, ma voix tranchante comme une lame. « Une parasite? Une sangsue? C'est ce que tu as dit hier, non ?» Il a serré les poings, la mâchoire contractée. « Tu vas regretter ça. Je vais appeler mon avocat. Je vais te faire expulser. Tu as volé l'entreprise de mon père. » J'ai souri. Un sourire froid, sans joie. « Ton père? Parlons-en de ton père. Sais-tu seulement qui a sauvé cette entreprise de la faillite en 1995 ? Sais-tu qui a investi 3 millions d'euros de son argent personnel pour rembourser les dettes que ton père avait accumulées ? Sais-tu qui a restructuré cette société, qui a trouvé de nouveaux clients, qui a développé l'activité internationale ? Théo me regardait, bouche bée, incapable de parler. Moi, Théo, c'était moi. Chaque euro de cette entreprise m'appartient légalement. Ton père était directeur général, mais je suis et j'ai toujours été l'unique propriétaire et actionnaire. Tu peux vérifier auprès de n'importe quel avocat, auprès de n'importe quel notaire. Les documents sont tous enregistrés, signés, certifiés. Le visage de Théo était devenu livide. Ses lèvres tremblaient. Il a ouvert la bouche plusieurs fois sans qu'aucun son n'en sorte. « C'est impossible », a-t-il finalement murmuré, sa voix soudainement faible. « Papa ne m'aurait jamais. Il m'aurait dit. Ton père t'aimait malgré tout, Théo, malgré ton mépris pour moi, malgré ta cruauté. Il espérait que tu changerais, que tu deviendrais un homme meilleur. C'est pour ça qu'il t'a nommé président de l'entreprise il y a 3 ans. Pas parce que tu le méritais, mais parce qu'il croyait en toi. J'ai fait un pas vers lui. Il a reculé instinctivement. Mais tu as trahi sa confiance. Tu as volé. Tu as détourné des centaines de milliers d'euros. Ton père le savait. Il avait toutes les preuves, tous les documents. Il me les a montrés avant de mourir. Théo est devenu blanc comme un linge. Ses jambes semblaient sur le point de le lâcher. Je ne mens pas maintenant. J'ai tout. Les fausses factures, les virements vers tes comptes offshore, les contrats fictifs. 423 000 euros, Théo. C'est le montant exact que tu as volé en 3 ans. Il s'est appuyé contre le mur de verre de l'immeuble, comme s'il allait s'effondrer. Autour de nous, les employés passaient, certains nous jetant des regards curieux, mais personne n'osait s'approcher. Alors voilà ce qui va se passer maintenant, ai-je continué d'une voix glaciale. Tu n'as plus aucun accès à cette entreprise. Tes cartes bancaires professionnelles sont bloquées. Tes comptes sont gelés. Laurent et Margot sont licenciés pour népotisme et complicité passive. Et toi? Toi, je vais te laisser réfléchir pendant quelques jours à ce que tu as fait. Amélie, s'il te plaît, a-t-il commencé, sa voix brisée. S'il te plaît, quoi? Tu veux que j'aie pitié de toi? Comme tu as eu pitié de moi hier quand tu m'as chassé de chez moi devant toute la famille? Quand tu m'as traité de vieille parasite? Quand tu m'as mise à la porte avec une valise comme si j'étais une mendiante? Les larmes ont commencé à couler sur les joues de Théo. Je ne l'avais jamais vu pleurer, même enfant.
Mais je ne ressentais aucune compassion. Pas encore. La blessure était trop fraîche, trop profonde. Je vais te dire ce que ton père m'a fait promettre avant de mourir, ai-je dit plus doucement, mais toujours avec cette froideur d'acier dans la voix. Il m'a demandé de te donner une chance si jamais tu te comportais mal avec moi. Une seule chance de te racheter, de montrer que tu pouvais être meilleur. Alors je vais te laisser quelques jours pour réfléchir, pour comprendre ce que tu as fait. Ensuite, je déciderai si je porte plainte ou non. Porter plainte ? A-t-il balbutié, les yeux écarquillés de terreur. Pour détournement de fonds, abus de confiance, escroquerie. Avec les preuves que j'ai, tu risques entre 3 et 5 ans de prison ferme, Théo. Et tu devras rembourser chaque centime que tu as volé. Je me suis retournée et j'ai sorti de mon sac la carte magnétique dorée. Je l'ai passée devant le lecteur de l'entrée. La porte vitrée s'est ouverte avec un petit bip électronique. « Ne cherche pas à me contacter », ai-je ajouté sans me retourner. « Quand je serai prête à te parler, c'est moi qui t'appellerai. » Je suis entrée dans l'immeuble, laissant Théo dehors, seul, effondré contre le mur, pleurant comme l'enfant blessé qu'il n'avait jamais cessé d'être au fond de lui. À l'intérieur, les employés me regardaient avec un mélange de surprise et de respect. Certains savaient qui j'étais vraiment. D'autres découvraient seulement maintenant que cette femme discrète qui venait parfois aux réunions était en fait la véritable patronne de l'entreprise. Pauline Mercier m'attendait près de l'ascenseur, une chemise à la main. « Madame Cartier », a-t-elle dit en s'inclinant légèrement, « voici les documents que vous m'aviez demandés. Les lettres de licenciement pour Monsieur Laurent Moreau et Madame Margot Leclerc sont prêtes. Il ne manque plus que votre signature. » Merci Pauline. Convoquez une réunion d'urgence avec tous les cadres dirigeants dans 1 heure. Salle de conférence principale. Bien, madame. Tout le monde sera là. Je suis montée au 8e étage où se trouvaient les bureaux de direction. Mon bureau, celui que je n'avais jamais vraiment occupé, préférant laisser Henri avoir la visibilité pendant que je travaillais dans l'ombre, était une grande pièce d'angle avec des baies vitrées donnant sur la Défense. Le mobilier était moderne, épuré. Un grand bureau en verre et métal, des fauteuils en cuir noir, une bibliothèque blanche. Je me suis assise dans le fauteuil directorial. Il était confortable, ergonomique. Je regardais Paris s'étendre devant moi. Les tours de verre et d'acier, le trafic sur l'esplanade, les gens qui marchaient comme des fourmis en contrebas. Pour la première fois depuis des jours, j'ai senti quelque chose qui ressemblait à de la paix intérieure. Je n'étais plus une victime. Je n'étais plus cette femme humiliée qu'on avait chassée de chez elle. J'étais Amélie Cartier, 67 ans, propriétaire d'une entreprise de 48 millions d'euros de chiffre d'affaires, employant 350 personnes. Mon téléphone a vibré. C'était un numéro que je connaissais bien, celui de Théo. Je n'ai pas décroché. Il a rappelé, encore, 10 fois, 15 fois, 20 fois. Je n'ai répondu à aucun appel. Puis les messages ont commencé à arriver, des SMS désespérés. « Amélie, s'il te plaît, réponds-moi. Je suis désolée, je ne savais pas. Papa ne m'avait rien dit. On peut discuter, s'il te plaît. J'ai besoin de te parler, c'est urgent. Mon avocat dit que je n'ai aucun recours juridique. C'est vrai ? Amélie, réponds, s'il te plaît. Je t'en supplie. » J'ai éteint mon téléphone et je l'ai rangé dans mon sac. À 10 heures précises, je suis entrée dans la salle de conférence. 23 cadres dirigeants étaient assis autour de la grande table ovale en bois sombre. Certains me connaissaient de vue, d'autres pas. Tous avaient l'air nerveux, inquiets. Des rumeurs circulaient déjà. On avait vu Théo se faire refuser l'entrée. On savait que Laurent et Margot avaient été convoqués par les ressources humaines. Je me suis placée debout à l'extrémité de la table. Tous les regards étaient tournés vers moi. « Bonjour à tous », ai-je commencé d'une voix claire et posée. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Amélie Cartier. Je suis la fondatrice et l'unique propriétaire de Moreau Logistics. Mon mari, Henri Moreau, était directeur général jusqu'à sa mort il y a 1 semaine. Un murmure parcourut la salle. Certains hochèrent la tête, d'autres froncèrent les sourcils, surpris. Aujourd'hui marque un changement important dans la direction de cette entreprise. Théo Moreau n'est plus président. Laurent Moreau et Margot Leclerc ne font plus partie de l'entreprise. J'ai repris personnellement la direction générale. Le silence était total. On aurait pu entendre une mouche voler.
Je sais que certains d'entre vous ont des questions. Je sais que ces changements peuvent sembler brutaux. Mais sachez une chose, cette entreprise est saine, solide, rentable. Nous avons d'excellents employés, d'excellents clients, d'excellentes perspectives de croissance. Mon objectif n'est pas de détruire ce que nous avons construit, mais de le protéger et de le développer. J'ai marqué une pause, regardant chaque personne dans les yeux. Une enquête interne va être lancée pour vérifier toutes les procédures financières des 3 dernières années. Si certains d'entre vous ont connaissance d'irrégularités, je vous demande de venir me voir en toute confidentialité. Il n'y aura aucune représaille contre ceux qui parleront honnêtement. La réunion a duré 2 heures. J'ai répondu à toutes les questions, expliqué ma vision pour l'avenir de l'entreprise, rassuré les cadres sur la stabilité de leur poste. La plupart semblaient soulagés. Certains, je le voyais dans leurs yeux, étaient même contents que Théo ne soit plus là. Il n'avait jamais été un leader apprécié. Arrogant, cassant avec ses subordonnés, prenant des décisions impulsives sans consulter personne. Quand la réunion s'est terminée, 3 personnes sont restées en arrière pour me parler en privé. D'abord Michel Garnier, le directeur financier, un homme d'une 50aine d'années aux cheveux grisonnants, portant des lunettes à monture épaisse. « Madame Cartier », a-t-il dit d'une voix basse, presque honteuse. « Je dois vous dire quelque chose. Depuis 2 ans, Monsieur Théo me demandait de valider certaines factures. Des factures que je trouvais suspectes. Des prestations de conseil facturées par des sociétés que je ne connaissais pas. Quand je posais des questions, il me disait que c'étaient des arrangements personnels de son père, que je n'avais pas à m'en préoccuper. Vous avez des copies de ces factures? Oui, je gardais tout dans un dossier séparé. Quelque chose me disait que ce n'était pas normal. J'aurais dû en parler à Monsieur Henry, mais... Vous aviez peur de perdre votre poste? Il a hoché la tête, les yeux baissés. Je comprends, Michel. Ce n'est pas facile de dénoncer son supérieur hiérarchique. Apportez-moi tous ces documents cet après-midi. Vous ne serez pas sanctionné pour votre silence passé. Au contraire, je vous remercie de votre honnêteté aujourd'hui. Son soulagement était visible. Il est parti rapidement, comme libéré d'un poids énorme. Ensuite, c'était Sophie Blanchard, responsable des achats, une femme d'une 40aine d'années, énergique et directe. Madame Cartier, je voulais vous dire. Certains contrats passés par Monsieur Théo ces derniers mois me semblaient étranges. Des fournisseurs que personne ne connaissait qui facturaient des prix anormalement élevés pour des prestations basiques. J'ai essayé de soulever le problème, mais il m'a dit de me mêler de mes affaires. Vous avez une liste de ces fournisseurs? Oui, je peux vous la préparer d'ici ce soir. Parfait, faites-le. Enfin, c'était Thomas Leroux, directeur commercial, un homme dynamique d'une 30aine d'années qui travaillait avec nous depuis 5 ans. Madame Cartier, je voulais juste vous dire, beaucoup d'entre nous sommes soulagés de ces changements. Monsieur Théo. Pardonnez-moi de parler ainsi, mais il rendait l'atmosphère de travail très difficile. Plusieurs bons employés sont partis à cause de lui. Je pense que sous votre direction, l'entreprise va retrouver son âme. Ces paroles m'ont touché plus que je ne voulais l'admettre. J'ai senti les larmes me monter aux yeux, mais je les ai retenues. Merci Thomas. Ça signifie beaucoup pour moi. Quand je me suis retrouvée seule dans mon bureau, j'ai rallumé mon téléphone. 47 appels manqués de Théo, 32 messages. Je les ai tous effacés sans les lire. Il y avait aussi un message de Margot. « Amélie, je suis tellement désolée pour hier. Je n'aurais jamais dû rester silencieuse. Je suis une lâche. Je comprends que tu m'aies licenciée. Je le mérite. Pardonne-moi. » Et un de Laurent. « Madame Cartier, je vous présente mes excuses pour mon comportement. J'aurais dû vous défendre. J'espère que vous pourrez me pardonner un jour. » Trop tard, beaucoup trop tard. Leurs excuses ne changeaient rien à ce qu'ils avaient fait. Ils m'avaient regardé me faire humilier sans dire un mot. Ils avaient choisi leur camp. Les jours suivants ont été intenses. J'ai travaillé 15 heures par jour, rencontrant chaque département, révisant tous les contrats, analysant tous les comptes. L'audit interne a révélé l'ampleur exacte de la fraude de Théo. 423 000 € détournés, exactement comme Henri l'avait documenté, plus 58 000 € supplémentaires découverts par Michel Garnier dans des transactions récentes. Au total,
près d'1 demi-million d'euros volés à l'entreprise que j'avais bâtie de mes propres mains. Le 5e jour après mon éviction de l'appartement, j'ai reçu un appel de maître Vincent Rousseau. « Amélie, Théo vient de me contacter. Il veut négocier. Il dit qu'il est prêt à tout pour éviter une plainte pénale. Il propose de rembourser intégralement l'argent détourné. Avec quel argent? Tous ses comptes sont bloqués. Il dit qu'il a des économies personnelles, des placements que son père lui avait faits. Il est prêt à tout liquider. » J'ai réfléchi un long moment, regardant par la fenêtre de mon bureau la pluie fine qui recommençait à tomber sur Paris. « Non, » ai-je finalement dit. « Pas encore, je ne suis pas prête à lui parler. Il a besoin de comprendre vraiment ce qu'il a fait. Dites-lui que je le contacterai quand je serai prête. Amélie. » Il est désespéré. Je pense qu'il a compris la leçon. Peut-être, mais ce n'est pas suffisant. Henri a souffert en silence pendant 3 ans, en découvrant les vols de son fils. Moi, j'ai souffert pendant presque 30 ans, sous son mépris constant. Quelques jours de panique ne suffisent pas à effacer tout ça. Vincent a soupiré. Je comprends. Mais ne tardez pas trop. Si vous voulez vraiment porter plainte, il y a des délais à respecter. Je sais. Encore quelques jours. Le 7e jour, après mon départ forcé de l'appartement, j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie. Je me suis levée tôt. J'ai bu un café dans ma chambre d'hôtel en regardant le soleil se lever sur Paris. C'était une belle matinée de novembre, froide mais lumineuse. J'ai appelé Vincent Rousseau. « Vincent, je suis prête. Déposez la plainte. » Un silence à l'autre bout du fil. « Vous êtes certaine, Amélie ?»« Oui. Théo doit assumer les conséquences de ses actes, pas seulement vis-à-vis de moi, mais vis-à-vis de la loi, de la société, de tous les employés honnêtes de cette entreprise qu'il a trahi. Très bien. Je prépare les documents aujourd'hui même. La plainte sera déposée demain matin au procureur de la République. Merci, Vincent. J'ai raccroché. Mon cœur battait fort, mais je n'avais aucun doute. C'était la bonne décision, la seule décision juste. 2 jours plus tard, en plein milieu de l'après-midi, alors que je travaillais dans mon bureau, Pauline Mercier a frappé doucement à ma porte. « Madame Cartier, la police est en bas. Ils ont un mandat d'arrêt contre monsieur Théo Moreau. Ils demandent s'il est dans les locaux. » Non, il n'a plus accès ici depuis 1 semaine. Ils voulaient vous informer qu'ils vont procéder à son arrestation aujourd'hui. J'ai hoché la tête. Une partie de moi, une toute petite partie, ressentait quelque chose qui ressemblait à de la tristesse. Mais c'était minime, écrasé par le poids de la justice qui devait être rendue. Le soir même, les informations télévisées ont annoncé l'arrestation de Théo Moreau, ancien président de Moreau Logistics, pour détournement de fonds et abus de confiance. Les journalistes parlaient de près d'1 demi-million d'euros détournés. L'affaire faisait du bruit dans le milieu des affaires parisiens. Mon téléphone a sonné. C'était Margot. « Amélie, comment as-tu pu faire ça? C'est le fils d'Henri? Ton beau-fils? » Mon beau-fils qui m'a chassée de chez moi comme une mendiante. Mon beau-fils qui a volé mon entreprise. Mon beau-fils qui a trahi la confiance de son propre père. Ne me parle pas de famille, Margot. Toi qui es restée silencieuse quand il m'humiliait. Mais la prison, Amélie, tu vas le détruire. Non, c'est lui qui s'est détruit tout seul. Moi, je ne fais que permettre à la justice de faire son travail. J'ai raccroché. Les semaines suivantes ont été étranges. L'entreprise tournait mieux que jamais. Sans Théo et sa gestion autoritaire et chaotique, les équipes travaillaient avec une efficacité nouvelle. Nous avons signé 3 nouveaux contrats importants. Le chiffre d'affaires augmentait. Mais moi, je me sentais vide. La victoire avait un goût amer. Chaque soir, seul dans ma chambre d'hôtel, je pensais à Henri. Qu'aurait-il pensé de tout ça? Aurait-il approuvé ma décision? Ou aurait-il été dévasté de voir son fils en prison? 3 mois se sont écoulés. 3 longs mois pendant lesquels j'ai vécu dans une chambre d'hôtel, dirigeant l'entreprise avec une efficacité mécanique mais sans joie véritable. Noël est passé sans que je le célèbre. Le Nouvel An aussi. Je travaillais, je mangeais peu, je dormais mal. Les cauchemars revenaient à chaque nuit. Henri qui me regardait avec déception. Théo, enfant qui pleurait, ma propre conscience qui me questionnait sans cesse. Avais-je bien fait? Avais-je été trop dur?
Ou au contraire, avais-je été juste? Un matin de février 2025, Vincent Rousseau m'a appelé. « Amélie, il faut que nous parlions. Le procès de Théo approche, dans 3 semaines. Êtes-vous toujours déterminée à maintenir votre plainte ?» Pourquoi cette question? Parce que son avocat vient de me contacter. Théo a écrit une lettre, pour vous. Il voudrait que vous la lisiez avant le procès. Je ne veux pas lire ses excuses, Vincent. Il est trop tard pour ça. Ce n'est pas une lettre d'excuses, Amélie. Enfin, pas seulement. C'est quelque chose de plus profond. Je pense que vous devriez la lire. Après, vous déciderez ce que vous voulez faire. J'ai hésité longuement. Très bien. Apportez-la-moi. 1 heure plus tard, Vincent était dans mon bureau, tenant une enveloppe blanche. Il me l'a tendue sans un mot. Je l'ai ouverte avec des mains tremblantes. L'écriture de Théo était irrégulière, moins assurée que d'habitude. Certains mots étaient raturés, corrigés. La lettre faisait 4 pages manuscrites. Je me suis assise dans mon fauteuil et j'ai commencé à lire. Amélie, je ne sais même pas par où commencer cette lettre. Je ne sais pas si tu vas la lire. Je ne sais même pas si tu devrais la lire. Mais je dois essayer de t'expliquer, même si rien ne peut excuser ce que j'ai fait. J'ai passé ces 3 derniers mois en détention préventive. 3 mois dans une cellule de 9 mètres carrés que je partage avec 2 autres détenus. 3 mois à réfléchir, à me regarder vraiment pour la première fois de ma vie. Et ce que j'ai vu m'a horrifiée. Je vais commencer par le commencement. J'avais 6 ans quand maman est morte. 6 ans quand ma vie s'est effondrée. Je me souviens de ce jour-là comme si c'était hier. Papa est rentré à la maison, le visage blanc, les yeux rouges. Il m'a pris dans ses bras et m'a dit « Maman ne reviendra plus jamais ». Je n'ai pas compris tout de suite. Je pensais qu'elle était partie en voyage, qu'elle allait revenir. Quand j'ai réalisé qu'elle était vraiment morte, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Une partie de mon âme s'est éteinte ce jour-là. J'avais 6 ans, Amélie. 6 ans. Et je me suis juré que je n'aimerais plus jamais personne, parce qu'aimer faisait trop mal quand on perdait ceux qu'on aimait. 2 ans plus tard, papa t'a rencontré. Tu étais gentille, douce, patiente. Tu essayais de me parler, de jouer avec moi, de me faire rire. Mais moi, je te voyais comme une menace, comme quelqu'un qui voulait prendre la place de maman. Je me disais, comment papa peut-il t'aimer alors que maman est morte? Comment peut-il te laisser prendre sa place? Alors j'ai été cruel avec toi, froid, méprisant. Chaque gentillesse que tu me montrais, je la rejetais. Chaque geste d'affection, je le refusais. Et avec les années, cette cruauté est devenue une habitude, puis une seconde nature. Je te détestais sans même vraiment savoir pourquoi. Ou plutôt, je me mentais à moi-même sur les raisons de cette haine. Papa essayait de me raisonner. Il me disait « Théo, Amélie n'est pas ton ennemie. Elle t'aime. Elle veut ton bonheur. » Mais je refusais de l'écouter. J'étais enfermée dans ma colère, dans mon chagrin d'enfant qui n'avait jamais vraiment guéri. Quand je suis devenue adulte, cette hostilité s'est transformée en mépris. Je te voyais comme une opportuniste qui avait séduit mon père pour son argent. Je racontais cette version de l'histoire à qui voulait l'entendre. Margot me croyait. Laurent aussi. Il voyait ce que je voulais qu'il voie. Une femme plus jeune qui avait épousé un homme riche. Ce que je ne savais pas, ce que papa ne m'avait jamais dit, c'est que tu avais sauvé notre famille. Que sans ton argent, sans ton intelligence, sans ton travail, nous aurions tout perdu. Papa ne m'en avait jamais parlé. Je pense qu'il voulait me protéger, préserver mon orgueil. Quand il est mort, j'ai pensé que c'était enfin mon moment. Mon moment pour prendre le contrôle, pour montrer à tout le monde ce que je valais, pour te mettre à ta place. Je n'ai même pas attendu que sa tombe soit froide. 5 jours, Amélie. 5 jours après l'enterrement, je t'ai chassé comme un chien. Je revois la scène chaque nuit. Ton visage, tes yeux. Tu ne pleurais pas, mais je voyais la douleur dedans. Et moi, je ressentais de la satisfaction, de la fierté même. J'étais content de t'avoir humilié, content de t'avoir mise dehors. Puis, 2 jours plus tard, j'ai découvert la vérité. Quand mes cartes ne fonctionnaient plus, quand mes clés n'ouvraient rien, quand tu m'as dit, devant l'entreprise, qui tu étais vraiment,
ce que tu avais fait, ce que papa savait. Je me suis effondrée, littéralement. Je suis rentrée chez moi, dans ton appartement que j'occupais illégalement, et je me suis écroulée par terre dans le salon. J'ai pleuré pendant des heures. Pas seulement parce que j'avais perdu l'entreprise, pas seulement parce que mes fraudes allaient être découvertes. Non, je pleurais parce que je réalisais enfin qui j'étais devenue. Un voleur, un menteur, un homme cruel et lâche qui avait trahi son propre père. Papa savait, Amélie. Tu me l'as dit. Il savait que je volais l'entreprise. Il avait toutes les preuves. Et il ne m'a jamais confrontée. Il ne m'a jamais dénoncée. Il espérait que je changerais de moi-même. Il croyait en moi-même quand je ne méritais aucune confiance. Et moi, comment est-ce que je l'ai remercié pour cet amour inconditionnel? En continuant à voler. En continuant à te mépriser, toi, la femme qu'il aimait. En planifiant de te chasser dès qu'il serait mort. Je suis un monstre, Amélie. Un monstre que j'ai créé moi-même, pierre par pierre, mensonge par mensonge, acte cruel par acte cruel. Maintenant, je suis ici, en prison, attendant mon procès. Mon avocat dit que je risque 4 ans ferme. Peut-être plus. Et tu sais quoi? Je pense que je mérite chaque jour de cette peine. Pas pour le vol. Enfin, oui, pour le vol aussi, mais surtout pour tout le mal que je t'ai fait pendant presque 30 ans. Je ne te demande pas de retirer ta plainte. Je ne te demande pas de me pardonner. Je ne te demande même pas de me répondre. Je voulais juste que tu saches que j'ai compris. Trop tard. Beaucoup trop tard. Mais j'ai compris. Tu n'étais pas une parasite. Tu étais le pilier de notre famille. La force invisible qui tenait tout ensemble. Et moi, aveuglé par ma douleur d'enfant devenue rage d'adulte, je n'ai jamais voulu le voir. Papa t'aimait vraiment, Amélie. Je le sais maintenant. Et il avait raison de t'aimer. Théo. J'ai replié la lettre avec des mains tremblantes. Les larmes coulaient sur mes joues, sans que je puisse les arrêter. Vincent me regardait en silence, respectant mon émotion. « Qu'est-ce que vous voulez faire, Amélie ?» a finalement demandé Vincent d'une voix douce. Je ne pouvais pas répondre. Ma gorge était trop serrée. J'ai regardé par la fenêtre. Le ciel était gris, comme toujours en février. Paris s'étendait devant moi, indifférente à mes tourments. Pendant 3 mois, j'avais été certaine de ma décision. Théo devait payer pour ce qu'il avait fait. Il devait comprendre que les actes ont des conséquences. Que voler, mentir, humilier ne reste jamais impuni. J'avais dormi tranquille avec cette certitude, même si les cauchemars venaient parfois troubler mes nuits. Mais maintenant, avec cette lettre entre mes mains, tout devenait confus. La frontière entre justice et vengeance s'estompait. Est-ce que je voulais vraiment envoyer cet homme en prison? Est-ce que c'était ce que Henri aurait voulu? Je ne sais pas, ai-je murmuré finalement. Je ne sais plus. Vous avez encore 2 semaines avant le procès, a dit Vincent. Prenez le temps de réfléchir. Si vous décidez de retirer votre plainte, il sera encore temps. Après le jugement, ce sera trop tard. J'ai gardé la lettre. Je l'ai relue chaque soir pendant 1 semaine entière. Chaque mot résonnait différemment à chaque lecture. Parfois, j'y voyais de la sincérité authentique. D'autres fois, j'y soupçonnais de la manipulation, une tentative désespérée d'échapper à la prison. Une nuit, allongée dans mon lit d'hôtel, incapable de dormir, j'ai pensé à Henri. À notre premier rendez-vous dans un petit restaurant du quartier latin. À notre mariage simple, mais émouvant. À toutes ces années où nous avions travaillé côte à côte, où nous avions construit quelque chose de beau ensemble malgré les obstacles. Henri avait aimé son fils malgré tout. Malgré les vols, malgré la cruauté, malgré les mensonges. C'était un amour paternel qui ne connaissait pas de limites, pas de conditions. Un amour que je n'avais jamais vraiment compris parce que je n'avais jamais eu d'enfant. Mais Henri m'avait aussi fait promettre de me défendre. De ne pas me laisser détruire par Théo, de faire valoir mes droits. Alors, quelle promesse devais-je honorer? Celle de protéger son fils ou celle de me protéger moi-même? Le 10e jour, après avoir reçu la lettre, j'ai pris ma décision. C'était un dimanche matin. Je me suis réveillée avec une clarté d'esprit que je n'avais pas ressentie depuis des mois. Je savais exactement ce que je devais faire.
J'ai appelé Vincent. Je veux voir Théo, avant le procès. Je veux lui parler face à face. Vous êtes sûre, Amélie? Ce sera difficile. Émotionnellement, je veux dire. J'en suis sûre. Arrangez une visite, le plus tôt possible. 3 jours plus tard, j'étais assise dans le parloir de la prison de Fleury-Mérogis, au sud de Paris. C'était un endroit sinistre, avec des murs gris, des néons blafards, une odeur de désinfectant qui prenait à la gorge. Des gardiens en uniforme patrouillaient, leurs trousseaux de clés cliquetant à leur ceinture. J'attendais dans une petite salle de visite, assise sur une chaise en plastique inconfortable, devant une table en métal boulonnée au sol. Mes mains tremblaient légèrement. Mon cœur battait vite. La porte s'est ouverte. Théo est entré, accompagné par un gardien. Je l'ai à peine reconnu. Il avait maigri. Beaucoup. Ses joues étaient creuses, ses yeux cernés de noir. Sa barbe avait poussé, mal taillée, grisonnante par endroits. Il portait un survêtement beige délavé, l'uniforme des détenus. Ses épaules étaient voûtées, comme si le poids de la culpabilité l'écrasait physiquement. Quand nos regards se sont croisés, j'ai vu quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais vu auparavant, une vulnérabilité totale, une honte profonde, mais aussi quelque chose qui ressemblait à de l'espoir fragile. Il s'est assis en face de moi. Le gardien s'est posté près de la porte, à distance respectueuse mais vigilant. Nous sommes restés silencieux pendant ce qui m'a semblé une éternité. Théo regardait ses mains, incapable de lever les yeux vers moi. Je le regardais, essayant de retrouver dans cet homme brisé le petit garçon de 6 ans qui avait perdu sa mère. « Merci d'être venu », a-t-il finalement murmuré d'une voix rauque. « Je ne pensais pas que tu accepterais de me voir. » J'ai lu ta lettre, ai-je dit doucement, plusieurs fois. Il a hoché la tête, toujours sans me regarder. Tout ce que j'y ai écrit est vrai, Amélie. Chaque mot. Je ne cherche pas à manipuler. Je ne cherche pas à échapper à la prison. Je voulais que tu saches que j'avais compris. Compris quoi, exactement? Il a finalement levé les yeux vers moi. Ils étaient humides, rougis. Que j'ai gâché ma vie en m'accrochant à ma colère. Que j'ai fait du mal à la seule personne qui était vraiment là pour moi après la mort de maman. Que j'ai trahi l'amour de mon père. Que je suis devenu exactement le genre d'homme qu'il ne voulait pas que je sois. Sa voix s'est brisée. Il a baissé la tête, essayant de contrôler ses émotions. Ici, en prison, a-t-il continué après un moment. J'ai beaucoup de temps pour réfléchir. Trop de temps, peut-être. Je repense à toutes ces années. À toutes les fois où tu as essayé d'être gentille avec moi et où je t'ai repoussé. À toutes les fois où papa me parlait de toi avec amour et où je changeais de sujet. À toutes les occasions que j'ai eues de te connaître vraiment et que j'ai refusé. Pourquoi maintenant, Théo? Ai-je demandé, ma voix plus dure que je ne l'aurais voulu. Pourquoi cette prise de conscience arrive seulement maintenant que tu es en prison? Pourquoi pas il y a 10 ans, 5 ans, même 6 mois? Je ne sais pas, a-t-il répondu honnêtement. Je pense que j'avais besoin de perdre tout pour comprendre ce qui comptait vraiment. Tant que j'avais l'argent, le pouvoir, le statut, je pouvais me mentir à moi-même. Je pouvais me dire que j'étais quelqu'un d'important, quelqu'un qui valait quelque chose. Maintenant que je n'ai plus rien, je vois qui je suis vraiment, et c'est terrifiant. J'ai senti quelque chose se dénouer dans ma poitrine. Pendant 3 mois, j'avais porté cette colère, cette amertume, ce besoin de justice. Mais maintenant, face à cet homme brisé qui avait été un enfant blessé, je ne ressentais plus que de la tristesse. Une tristesse profonde pour toutes ces années perdues, pour tout ce gâchis. Ton père t'aimait, ai-je dit doucement. Il t'aimait plus que tout au monde. Même quand il découvrait tes vols, même quand il voyait comment tu me traitais, il continuait à t'aimer. Il espérait jusqu'au bout que tu deviendrais l'homme qu'il savait que tu pouvais être. Moi, Théo a commencé à pleurer. Pas des larmes discrètes, mais de vrais sanglots qui secouaient tout son corps. Il a posé sa tête dans ses mains, les épaules tremblantes. « Je sais », a-t-il hoqueté entre 2 sanglots. « Je sais, et ça me tue de savoir que je ne pourrai plus jamais lui dire que je suis désolé, que je ne pourrai jamais réparer ce que j'ai cassé avec lui. » Je me suis levée. Le gardien a fait un pas en avant,
alerté par mon mouvement, mais je lui ai fait signe que tout allait bien. Je me suis approché de Théo. Lentement, j'ai posé ma main sur son épaule. Il a sursauté au contact, puis il s'est figé. C'était probablement la première fois en 30 ans que je le touchais avec affection. « Tu ne peux plus rien pour ton père », ai-je dit d'une voix étranglée par l'émotion. « Mais tu peux encore devenir l'homme qu'il voulait que tu sois. Il n'est jamais trop tard pour changer, Théo. Jamais. » Il a levé la tête vers moi, le visage ravagé par les larmes. « Comment est-ce que je peux réparer tout ça ?»« Tu commences par accepter les conséquences de tes actes, » ai-je répondu en m'asseyant à nouveau. « Tu assumes tout ce que tu as fait. Tu ne cherches pas d'excuses, tu ne rejettes pas la faute sur les autres. Et ensuite, quand tu seras sorti d'ici, tu construis une vie différente. Une vie dont tu pourras être fier. » Théo a essuyé ses larmes avec le dos de sa main. Il a respiré profondément, essayant de se calmer. « Je vais rembourser chaque centime que j'ai volé. » a-t-il dit d'une voix plus ferme. « J'ai liquidé tous mes placements personnels. J'ai 340 000 € disponibles. Ce n'est pas assez pour couvrir tout, mais c'est un début. Et après ma sortie de prison, je travaillerai, n'importe quel travail, pour rembourser le reste. L'argent n'est pas le plus important, Théo. Je sais, mais c'est la seule chose concrète que je peux faire maintenant. La seule façon de montrer que mes paroles ne sont pas vides. » Nous sommes restés silencieux un long moment. Je regardais cet homme qui avait été mon ennemi pendant si longtemps, et je me demandais si la rédemption était vraiment possible. Si quelqu'un qui avait fait tant de mal pouvait vraiment changer. Puis j'ai pensé à Henri, à sa bonté fondamentale, à sa capacité à pardonner, à voir le meilleur dans les gens même quand ils montraient le pire. Et j'ai su ce que je devais faire. « Théo », ai-je dit lentement, choisissant mes mots avec soin. « Je vais retirer ma plainte. » Ses yeux se sont écarquillés de surprise. « Quoi ? Non, Amélie, tu ne peux pas. Je mérite d'être punie. » « Tu as raison, tu mérites d'être puni. Mais pas par 4 ans de prison. La prison ne te réparera pas. Elle ne réparera pas le mal que tu as fait. Elle ne ramènera pas Henri. Elle ne changera rien au passé. Mais alors, pourquoi ? Parce que ton père t'aimait, parce qu'il ne voulait pas te voir en prison, parce qu'il croyait que tu pouvais devenir meilleur, et parce que moi aussi, malgré tout ce que tu m'as fait subir, je veux croire que les gens peuvent changer. » Des larmes ont recommencé à couler sur les joues de Théo, mais cette fois, elles étaient différentes. Ce n'étaient plus des larmes de honte ou de désespoir, mais quelque chose de plus pur, de plus fragile. « Mais il y a des conditions, » ai-je ajouté fermement. « Tu rembourseras intégralement l'argent détourné, selon un échéancier que nous établirons avec les avocats. Tu suivras une thérapie pour comprendre et soigner ta colère, ton ressentiment. Et surtout, tu ne remettras jamais les pieds dans l'entreprise. Tu te construiras une vie ailleurs, loin de ce monde qui t'a corrompu. »« J'accepte, » a-t-il dit immédiatement. « J'accepte toutes tes conditions. Et même si tu ne me crois pas maintenant, je te promets que je vais passer le reste de ma vie à essayer d'être un homme meilleur. Je ne veux pas de promesses, Théo. Je veux des actes. Montre-moi par tes actions, pas par tes mots. » Il a hoché la tête vigoureusement. « Je le ferai. Je te le jure sur la mémoire de mon père. » Le gardien nous a fait signe que le temps de visite était terminé. Je me suis levé. Théo s'est levé aussi, hésitant. « Amélie, est-ce que je peux te serrer dans mes bras ?» Cette demande m'a surprise. Pendant 30 ans, nous n'avions jamais eu de contact physique affectueux, jamais une accolade, jamais même une poignée de main chaleureuse. J'ai hésité une seconde, puis j'ai ouvert mes bras. Théo s'est avancé et m'a serré contre lui. Il tremblait. Je sentais ses larmes mouiller mon épaule. C'était étrange, inconfortable presque, mais aussi étrangement libérateur. Comme si toutes ces années de ressentiment commençaient enfin à se dissoudre. « Merci », a-t-il murmuré. « Merci de me donner cette chance. »« Ne me remercie pas. Prouve-moi que j'ai eu raison de te la donner. » Quand je suis sorti de la prison, le soleil brillait pour la première fois depuis des semaines. L'air était froid mais vivifiant. J'ai respiré profondément, sentant un poids énorme se soulever de mes épaules. Les 2 semaines suivantes ont été un tourbillon administratif. Vincent a préparé tous les documents nécessaires pour le retrait de la plainte.
Théo a signé un accord de remboursement établissant un calendrier strict pour rendre l'argent détourné. Les 340 000 € de ses économies personnelles ont été versés immédiatement sur le compte de l'entreprise. Le reste, environ 160 000 €, serait remboursé sur 10 ans. Le jour où Théo est sorti de prison, fin février 2025, je n'étais pas là. Je lui avais fait savoir par Vincent que je ne viendrais pas, que nous avions besoin tous les deux de temps et d'espace pour guérir. Les mois suivants ont été étranges. J'ai continué à diriger l'entreprise, qui prospérait de plus en plus. Nous avons ouvert 2 nouveaux entrepôts, embauché 50 personnes supplémentaires, signé des contrats avec de grands groupes internationaux. Le chiffre d'affaires a augmenté de 23% en 6 mois, mais la réussite professionnelle ne comblait pas le vide que je ressentais. Je vivais toujours à l'hôtel, incapable de retourner dans l'appartement du 16e arrondissement. Trop de souvenirs, trop de fantômes. J'ai fini par le mettre en vente en avril. Un jour de mai, Pauline Mercier est venue me voir dans mon bureau avec une expression étrange. « Madame Cartier, il y a quelqu'un en bas qui demande à vous voir. Il dit qu'il ne partira pas tant qu'il ne vous aura pas parlé. » « Qui est-ce ?»« Théo Moreau. » Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. Je ne l'avais pas vu ni entendu depuis sa sortie de prison, 3 mois plus tôt. J'avais reçu des virements mensuels pour le remboursement, toujours à l'heure, toujours du montant exact convenu, mais aucun contact direct. « Faites-le monter », ai-je dit après une hésitation. Quelques minutes plus tard, Théo entrait dans mon bureau. Je l'ai regardé avec stupéfaction. Il avait complètement changé. Il avait maigri encore, mais cette fois c'était différent. Il avait l'air en bonne santé, sportif même. Ses cheveux étaient coupés courts et soignés. Il portait un jean propre, une chemise blanche simple, pas de costume sur mesure. Mais le changement le plus frappant était dans ses yeux. Il n'avait plus cette dureté, cette arrogance. Ils étaient calmes, humbles. « Bonjour Amélie », a-t-il dit doucement, restant près de la porte. « Je sais que je ne devrais peut-être pas être là, mais j'avais besoin de te parler. Entre, assieds-toi. » Il s'est assis dans le fauteuil face à mon bureau, les mains posées sagement sur ses genoux. « Comment vas-tu » ai-je demandé. « Je vais bien. Mieux que je ne l'ai été depuis longtemps, en fait. J'ai trouvé un travail. Rien de glorieux, mais c'est honnête. Je travaille dans un café près de Saint-Germain-des-Prés. Je sers des cafés, je nettoie les tables. C'est simple, mais ça me fait du bien. J'ai été surprise. Le Théo, arrogant d'avant, n'aurait jamais accepté un tel travail. Il l'aurait considéré comme dégradant, indigne de lui. « Et tu vois un thérapeute ?»« Oui, 2 fois par semaine. Un psychologue spécialisé dans les traumatismes de l'enfance et la gestion de la colère. C'est difficile, mais ça m'aide à comprendre pourquoi j'ai agi comme je l'ai fait. Ça ne justifie rien, mais au moins je comprends. Je suis contente pour toi, Théo. » Il a baissé les yeux, ému. « Je ne suis pas venu pour parler de moi. Je suis venu te donner quelque chose. » Il a sorti de sa poche une enveloppe blanche et l'a posée sur mon bureau. « Qu'est-ce que c'est ?»« Les clés de l'appartement. Je sais que tu l'as mis en vente, mais je voulais te rendre les clés en personne et m'excuser d'avoir occupé ton chez-toi illégalement pendant 3 mois après t'avoir chassé. C'était méprisable. » J'ai pris l'enveloppe, sentant le poids des clés à l'intérieur. Un symbole de tant de choses perdues et peut-être retrouvées. « Merci Théo, ça compte beaucoup pour moi. »« Il y a autre chose, » a-t-il continué, sa voix devenant plus hésitante. « Je voulais aussi te dire que j'ai commencé à écrire, pas un livre ou quoi que ce soit d'ambitieux, juste mes pensées, mes souvenirs de papa, les choses qu'il m'a apprises et que je n'ai jamais écoutées. Les moments où il a essayé de me montrer le bon chemin et où j'ai choisi le mauvais. Pourquoi tu fais ça ? Parce que je ne veux pas oublier. Je ne veux pas oublier mes erreurs. Et surtout, je ne veux pas oublier l'homme qu'il était, l'homme qu'il voulait que je devienne. » Il s'est levé, comprenant que notre conversation touchait à sa fin. « Je ne vais pas te déranger davantage. Je voulais juste que tu saches que je tiens mes promesses, que je travaille vraiment sur moi-même. Pas pour toi, pas pour la société, mais pour moi. Parce que je veux devenir quelqu'un dont papa aurait pu être fier. »« Théo, attends !» ai-je dit alors qu'il se dirigeait vers la porte. « Où travailles-tu exactement ?»« Le Café Le Moine, rue Bonaparte, près de Saint-Germain. »« Pourquoi ?»
simple curiosité. Il a souri légèrement, un sourire timide et honnête que je ne lui avais jamais vu auparavant. Si jamais tu passes dans le quartier, n'hésite pas à entrer. Je ferai le meilleur expresso de ta vie. Après son départ, je suis restée longtemps assise à mon bureau, regardant l'enveloppe contenant les clés. Les mois suivants sont passés rapidement. L'été est arrivé. J'ai finalement vendu l'appartement en juin. Trop de souvenirs douloureux. J'ai acheté un plus petit, plus moderne, dans le 7e arrondissement, près des Invalides. Un nouveau départ. L'entreprise continuait à croître. En septembre, nous avons atteint un chiffre d'affaires record. J'ai embauché un nouveau directeur général adjoint, un jeune homme compétent et honnête qui m'aidait à gérer les opérations quotidiennes. Pour la première fois depuis des années, je commençais à penser à ralentir un peu, à profiter de la vie. Un samedi matin d'octobre 2025, presque un an après la mort d'Henri, je me promenais dans Saint-Germain-des-Prés. C'était une belle journée d'automne, fraîche mais ensoleillée. Les feuilles des arbres commençaient à prendre des teintes dorées et orangées. Sans vraiment y penser, ou peut-être justement en y pensant très consciemment, mes pas m'ont mené rue Bonaparte. Et là, au coin de la rue, j'ai vu la devanture du Café Le Moine. J'ai hésité sur le trottoir. Une partie de moi voulait faire demi-tour, continuer ma promenade, maintenir cette distance que nous avions établie. Mais une autre partie, plus forte, voulait voir. Voulait savoir si le changement que Théo m'avait montré était réel ou temporaire. J'ai poussé la porte du café. C'était un endroit charmant, à l'ancienne, avec un long comptoir en zinc, des tables rondes en marbre, des miroirs dorés sur les murs. L'odeur du café fraîchement moulu embaumait l'air. Quelques clients lisaient leur journal, d'autres discutaient tranquillement. Et derrière le comptoir, vêtu d'un tablier noir, préparant un expresso avec une concentration totale, se tenait Théo. Il ne m'avait pas encore vu. Je l'ai observé un moment. Il travaillait avec méthode, avec soin. Il a servi le café à une cliente âgée avec un sourire gentil, lui a demandé si elle voulait un verre d'eau. Un geste simple, mais empreint d'attention authentique. Puis nos regards se sont croisés. Il s'est figé une seconde, surpris, puis son visage s'est illuminé d'un sourire sincère. Pas arrogant, pas calculateur, juste heureux de me voir. « Amélie ?» a-t-il dit en s'approchant de ma table. « Je ne m'attendais pas à te voir ici. Je passais dans le quartier, » ai-je répondu, sentant mes propres lèvres esquisser un sourire. J'ai pensé venir goûter ce fameux expresso dont tu m'avais parlé. Ça me ferait plaisir. Il est retourné derrière le comptoir et a préparé un expresso avec une attention presque artistique. Il l'a apporté à ma table quelques minutes plus tard, accompagné d'un petit verre d'eau et d'un carré de chocolat noir. Service impeccable, ai-je dit en goûtant le café. Il était excellent. Vraiment excellent. Alors, a-t-il demandé avec une pointe d'anxiété dans la voix. Verdict? Tu avais raison. C'est le meilleur expresso que j'ai bu depuis longtemps. Il a souri, visiblement soulagé. Mon patron dit que j'ai un don pour ça. Qui aurait cru, hein? Théo Moreau, ancien président d'entreprise, devenu barista. Il y avait de l'autodérision dans sa voix, mais pas d'amertume, pas de regret. Juste une acceptation paisible de là où la vie l'avait mené. Tu sais, ai-je dit doucement, ton père aurait été fier de te voir maintenant. Théo a baissé les yeux, ému. Tu crois vraiment? J'en suis certaine, pas à cause de ton travail ou de ton statut, mais à cause de qui tu es devenu, de l'honnêteté que je vois en toi maintenant, de l'humilité. C'est drôle, a-t-il murmuré. Pendant des années, je pensais que valoir quelque chose signifiait avoir du pouvoir, de l'argent, du prestige. Maintenant, je réalise que valoir quelque chose, c'est juste être un homme honnête qui fait bien son travail et traite les gens avec respect. Un autre client a appelé Théo pour commander. Il s'est excusé et est retourné derrière le comptoir. Je l'ai regardé travailler pendant quelques minutes. Il était bon dans ce qu'il faisait. Patient avec les clients, efficace, souriant. Quand il est revenu vers ma table, je lui ai dit quelque chose que j'avais besoin de dire depuis longtemps. Théo, je te pardonne, pour tout, pour toutes ces années de mépris, pour m'avoir chassé, pour avoir volé l'entreprise. Je te pardonne,
Ses yeux se sont remplis de larmes. Il a dû détourner le regard pour se ressaisir. « Je ne mérite pas ton pardon, Amélie. Mais merci. Du fond du cœur, merci. Tout le monde mérite une seconde chance, Théo. Ton père le croyait, et maintenant, moi aussi. » J'ai fini mon café tranquillement. Nous avons parlé un peu de choses et d'autres. De son travail, de sa thérapie, de l'entreprise. Pas longtemps, car il devait servir d'autres clients, mais assez pour que je sente qu'une page se tournait vraiment. En partant, j'ai laissé un généreux pourboire. Théo a essayé de protester, mais je lui ai fait signe que c'était bon. « Reviens quand tu veux », m'a-t-il dit alors que je franchissais la porte. « Tu seras toujours la bienvenue ici. Je reviendrai, ai-je promis. Et je l'ai fait. Pas immédiatement, mais progressivement. Une fois par mois au début, puis plus régulièrement. Nous avons commencé à vraiment parler, à nous connaître pour la première fois de nos vies. Il me racontait ses séances de thérapie, ses découvertes sur lui-même, ses projets d'avenir modestes mais sincères. Je lui parlais de l'entreprise, de mes difficultés à combler le vide laissé par Henri, de mes propres questionnements. Petit à petit, quelque chose d'inattendu s'est construit entre nous. Pas une relation mère-fils. Il était trop tard pour ça, et ce n'était pas ce dont ni lui ni moi avions besoin. Mais une amitié, une vraie amitié basée sur l'honnêteté, le respect mutuel et la reconnaissance de nos erreurs passées. 1 an après ma première visite au café, en octobre 2025, Théo m'a invité à dîner. Pas dans un restaurant chic, mais dans un petit bistrot du quartier qu'il aimait. Nous avons mangé un steak frites simple et bu un vin rouge ordinaire. Et nous avons parlé, vraiment parlé. « Tu sais ce que j'ai réalisé récemment ?» m'a-t-il dit ce soir-là, alors que nous marchions le long de la Seine après le dîner. « Papa ne m'a pas légué d'argent ou d'entreprise, mais il m'a légué quelque chose de beaucoup plus précieux. Une leçon sur ce qui compte vraiment dans la vie. Ça m'a juste pris 34 ans et une descente aux enfers pour la comprendre. »« Mieux vaut tard que jamais », ai-je répondu en glissant mon bras sous le sien. Il m'a regardé, surpris par ce geste d'affection, puis il a souri. Un vrai sourire, chaleureux et reconnaissant. « Tu as raison. Mieux vaut tard que jamais. » Nous avons continué à marcher en silence, regardant les lumières de Paris se refléter dans l'eau sombre de la Seine. Et pour la première fois depuis la mort d'Henri, j'ai senti quelque chose qui ressemblait à la paix. Pas le bonheur complet, la blessure était encore trop fraîche pour ça, mais une acceptation paisible de ce qui était arrivé et de ce qui pourrait encore venir. La vie m'avait appris que l'humiliation peut être transformée en force, que la trahison peut mener à la rédemption, que même les relations les plus brisées peuvent être reconstruites si les deux parties le veulent vraiment. Henri aurait été fier. De moi pour avoir eu le courage de pardonner, de Théo pour avoir eu le courage de changer. Et peut-être, quelque part, il nous regardait et souriait, sachant que finalement, malgré tout le chemin tortueux, nous avions trouvé notre voie vers la réconciliation et la paix.